De recevoir sur le plateau de l'Insoumission Ferdinand Ayité, lauréat du prix international de la liberté de la presse remis par le Comité de la protection de la presse en 2023. Ferdinand, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Sylvain, c'est un plaisir. Nous faisons cet entretien car à l'heure où nous parlons et depuis plusieurs semaines, le peuple togolais et notamment sa jeunesse s'est levé dans la rue, manifeste massivement contre le régime de Faure Gnassingbé au pouvoir en place depuis 20 ans. Il y a aussi d'autres motifs de mobilisation. Il y a bien sûr la contestation de ce régime en place depuis 20 ans, permis par une réforme de 2024 sur la Constitution. Il y a également la hausse des prix. Et cette mobilisation, notamment celle qui a eu lieu les 26, 27 et 28 juin, s'est soldée par une répression inouïe, féroce, brutale, meurtrière, avec près de 7 morts, dont 2 enfants. Et des arrestations arbitraires, des gaz lacrymogènes, des milices dans les rues, des arrestations au domicile. Bref, tout un panel, une répression totale et complète contre le peuple togolais. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les causes de ces mobilisations ? Alors, c'est une crise multiforme. Elle est à la fois politique et sociale. Politique parce que cela fait quand même 60 ans que le Togo est dirigé par la même famille. Le père, 38 ans, soutenu de bout en bout par la France. Et puis ensuite le fils qui a pris la succession du père dans un bain de sang en 2005 avec plus de 500 morts selon un rapport des Nations Unies, qui a été aussi imposé par la France. On se rappelle à l'époque, le président Chirac avait déclaré que le père était son ami personnel. Il avait mis toute une machine en place pour imposer le fils. Et malgré cette mare de sang, le fils est resté au pouvoir, soutenu par la communauté internationale depuis 20 ans. Et au bout de ces 20 ans, il n'a pas de bilan notable, et il n'a pas réussi à régler les problèmes existentiels des Togolais, manque d'infrastructures routières, pas d'hôpitaux, pas d'écoles, le chômage assez élevé des jeunes, la paupérisation des quartiers. Et avec ce bilan assez négatif, il change de constitution et fait passer le pays dans un régime parlementaire dans lequel il devient le président du Conseil, en quelque sorte le poste de Premier ministre, et il transfère tous les pouvoirs au poste de Premier ministre et il met là un président qui est un pantin et il conserve la totalité du pouvoir. Alors, c'est contre toute ce règne autoritaire, cette gestion calamiteuse du pays, et que la jeunesse aujourd'hui, qui est sans espoir, se soulève et dénonce dans les rues. Et donc, ça a commencé par des sensibilisations sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à la fois par des artistes, des journalistes, des activistes, des influenceurs, dont la plupart sont à l'extérieur. Et c'est l'arrestation d'un de ces acteurs-là, un artiste qu'on appelle Amron, qui lui vivait au Togo et qui faisait des sorties assez virulentes contre M. Faure Gnassingbé. C'est à la suite de son kidnapping, ce n'est même pas une arrestation. Ils sont partis le kidnapper à la maison tard dans la nuit avec une cinquantaine d'hommes cagoulés que les événements se sont déclenchés le 6 juin dernier. D'accord. C'est structuré, c'est des petits groupes d'influenceurs, d'artistes, d'activistes qui se mettent ensemble pour donner des mots d'ordre. En quelque sorte, c'est l'embryon d'une révolution citoyenne. Exactement, exactement, c'est l'expression. C'est une révolution citoyenne. Elle est portée par le peuple lui-même, sans structure pyramidale, non, verticale, avec un chef et des responsabilités, non. Et vous-même, vous êtes journaliste en exil. Et oui, c'est le cas, je crois, de plusieurs de vos collègues. On en parlait avant le début de cet entretien. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, au Togo, comme de nombreuses personnes, des journalistes sont détenus, sont embastillés, d'autres partent en exil. Depuis combien de temps cette répression des lanceurs d'alerte, des journalistes, se poursuit-elle dans la mesure où le Togo a un historique de répression, 1993, 2005, 2017, aujourd'hui, avec cette mort, des centaines de blessés, des arrestations arbitraires. Et donc, comment aujourd'hui on peut être journaliste au Togo et est-ce que c'est encore possible vu l'état actuel du régime dictatorial? Il est de plus en plus difficile d'être journaliste indépendant aujourd'hui au Togo.
Il y a encore une dizaine d'années, c'était encore possible, mais progressivement, le régime a fermé les espaces de liberté, a durci les tests, instrumentalise régulièrement les institutions de régulation et d'autorégulation pour museler les journalistes indépendants. C'est soit des suspensions des médias par l'autorité de régulation qu'est la HAC, donc des suspensions intempestives sur des motifs fallacieux, soit c'est le harcèlement fiscal avec les impôts qui viennent vous embêter pour que vous mettez la clé sous le paillasson, soit c'est le harcèlement judiciaire, donc plusieurs convocations, des plaintes fantaisistes à la justice pour vous harceler moralement et psychologiquement, et soit c'est la prison, comme ce fut mon cas et le cas d'autres de nos collègues qui ont été obligés de quitter le pays. Alors, pour les 2 dernières années, nous sommes aujourd'hui 5 personnes, 5 journalistes à avoir quitté le Togo. Et c'est aussi, soit aussi la surveillance électronique, puisque la preuve a été faite que plusieurs journalistes et aussi des acteurs de la société civile ont été placés sous Pegasus, parce que le Togo est l'un de ces rares pays à avoir acquis ce logiciel espion israélien qui devait lui permettre, selon eux-mêmes leurs propres termes, de faire la lutte contre le terrorisme, mais ça a été dévié de son objectif pour surveiller massivement un certain nombre d'acteurs de la scène togolaise, notamment les religieux, les organisations de la société civile, les journalistes et même à l'intérieur du système, beaucoup d'officiers et de ministres. Donc le régime de Faure la contestation. Ah oui, ils mettent énormément de moyens, avec les Israéliens, mais pas que les Israéliens. Ils ont aussi recours à d'autres groupes, par exemple des Turcs ou des hackers Bangladesh, pour hacker les comptes Facebook, les pages Facebook, pour supprimer un certain nombre de réseaux sociaux sur lesquels les gens s'expriment, ou parfois pour produire des articles subversifs pour discréditer les voix les plus autorisées du pays. C'est-à-dire, vous vous levez un matin et puis vous découvrez qu'on raconte tout un tas d'histoires sur vous, on essaye d'inventer toute une histoire pour vous discréditer à la méthode russe. Vous comprenez ce que je veux dire. Sûr. Et donc, c'est des formes de harcèlement que le régime a mis en place pour atteindre tous ceux qui sont aujourd'hui ciblés comme les porte-voix de la population. Et tout ça se passe parce que, à un moment donné, l'opposition qui est dans le jeu politique depuis 30 ans a perdu beaucoup de chemin, beaucoup de crédibilité, non pas seulement de leur faute, parce qu'il y a des gens qui sont dans la lutte depuis des années, ils sont fatigués, ils n'ont plus les moyens de continuer la lutte. Et comme la nature a horreur du vide, ce sont les jeunes, les influenceurs, les artistes, les journalistes qui ont pris aujourd'hui la relève, qui portent aujourd'hui l'étendard. Et donc c'est sur cette frange de la jeunesse qui se bat aujourd'hui que le pouvoir met le curseur en ciblant individuellement les gens et puis en essayant de ternir leur image dans l'opinion. Et donc ils ont recours massivement à cette technologie de subversion. Ils ont recours à une méthode massive d'écoute, mais aussi ils utilisent pendant les manifestations des drones, énormément de drones je pense que ces drones sont même équipés de reconnaissance faciale, parce qu'après les jeunes qui sont identifiés se font arrêter la nuit à leur domicile. Ils ont aussi des caméras cachées qu'ils utilisent lors des manifestations, qui sont équipées de rayons qui émettent des images directement vers une salle où ils suivent les manifestations et ils arrivent à identifier les meneurs qu'ils arrêtent après. Donc c'est un pays qui a énormément investi dans la technologie d'espionnage pour essayer de contrôler la population. Et ils ont, à l'intérieur de la ville de Lomé, ils ont des villas, ils ont des résidences dans lesquelles ils ont implanté des structures pour surveiller dans les quartiers les individus. C'est des villas qui ne sont pas reconnues, qui sont des villas, des résidences discrètes, mais dans lesquelles opèrent un certain nombre d'individus. Vous voyez comment les Israéliens font quand ils sont en Palestine et un peu partout. Ils installent des maisons dans lesquelles, ces maisons qui abritent des espions, pour faire la surveillance dans les quartiers et pouvoir suivre les citoyens. Donc, une grande partie de la richesse du Togo, au lieu de créer des emplois, au lieu de construire les routes, au lieu d'équiper les hôpitaux, construire les écoles, sert à financer ces genres de structures pour le maintien au pouvoir de Faure Gnassingbé et de tout son clan. Et c'est par ce type de surveillance de masse